Salut Oli, Salut Yann, tu vas bien? ça va, ça va. Alors, j'ai la chance d'avoir avec moi aujourd'hui Olivier Lallemand, qui est le CEO de Aphelio. Aphelio, qui est une société qui s'est bien développée ces dernières années, et qui fait partie aussi du groupe NRB, où j'ai eu la chance de côtoyer Olivier. Olivier, explique-nous un petit peu ce que vous faites exactement avec Aphelio. Alors, Aphelio, c'est une société qui fait du développement informatique, hein, des solutions spécifiques dans des environnements distribués pour des clients privés ou publics. Donc aujourd'hui, on a une 150aine de collaborateurs qui sont actifs sur ces développements qui accompagnent en fait généralement la transformation digitale de nos clients. Alors, si je devais définir Aphelio et sa spécificité, je veux dire en quelques mots, je dirais qu'on a réussi à allier tout ce qui est expérience utilisateur et tout ce qui est mise en place d'une architecture technique nécessaire voilà, pour le développement de nos solutions digitales. Alors, développe un petit peu pour ceux qui ne connaissent peut-être pas, l'expérience utilisateur, c'est quoi exactement? Alors, l'expérience utilisateur, c'est beaucoup de choses. Mais c'est avant tout prêter une attention forte à l'utilisateur qui va utiliser les applications qu'on développe. Bien souvent, en fait, quand on est dans un processus de développement, de négociation, même en amont, en fait, avec un client au niveau du processus commercial, on remarque que l'utilisateur final n'est pas pris en compte, hein. Donc, on a une bonne vision des éléments business attendus par le développement. On a une bonne vision des contraintes ou des apports de l'informatique, des départements informatiques de nos clients. Par contre, on remarque très régulièrement que l'utilisateur en fait, est l'oublié de cette discussion, alors qu'au final, c'est quand même bien lui qui va devoir utiliser l'application. Et donc, l'expérience utilisateur, en fait, pour moi, c'est favoriser tout simplement le taux d'adoption de nos applications quand elles seront développées et déployées chez nos clients. Voilà. Alors après, pour y revenir par la suite, hein, il y a plein de pratiques derrière cette expérience utilisateur. Ça va du wireframing, du prototyping, à du guérilla testing, à de l'accompagnement en fait, de nos équipes de développement pour s'assurer que ce qu'on a présenté en amont aux clients sera correctement développé et que le rendu sera similaire à ce qui avait été démontré. Donc voilà, c'est une approche end-to-end, l'expérience utilisateur, je veux dire, qui transpire sur toute l'organisation. Et si je me fais un peu l'avocat du diable, alors je veux dire, on ne faisait pas ça avant? Alors, je pense qu'on le faisait de manière moins scientifique, je vais dire. Donc, c'était au bon vouloir du développeur, de l'analyste fonctionnel, du chef de projet. C'était lié à sa sensibilité propre également. Donc, il y en a qui sont particulièrement peu sensibles à ce genre de choses. Mais on pourrait faire une analogie, hein. Tu sais, quand tu as un développeur ou un business analyst, voire même un chef de projet qui développe quelque chose, il connaît en fait les méandres du système. Et donc, au final, les interfaces qui vont être produites, qu'elles soient sur un device mobile ou sur un desktop, elles vont à un moment donné retranscrire la complexité du système. Et donc, l'expérience utilisateur, positionner des acteurs qui sont d'une certaine manière agnostiques à la technologie et qui ont pour unique objectif de défendre, je vais dire, l'utilisation finale de la solution, ça permet de s'éloigner de ces contraintes et donc à un moment donné de prendre du recul et de pouvoir trouver la meilleure solution. Alors évidemment, ça embête le développeur, ça embête le business analyst, ça embête le chef de projet, mais c'est cette alchimie en fait au niveau de l'équipe qu'il faut trouver. Voilà. Oui, donc en fait, ici, c'est l'utilisateur qui est central dans ce qu'on met en place. Ça veut Ouais, dire que, vraiment une voilà. approche user-centrique, tout à fait. Donc, on s'assure à un moment donné que bien avant de développer, les interfaces soient démontrées et testées par l'utilisateur final. Ça permet de faire beaucoup de choses, d'être en amont. Ça permet surtout de pouvoir itérer sur ces interfaces avant qu'elles soient développées. Donc, on change les choses quand ça coûte un peu moins cher, parce que quand tu l'as développé, évidemment, faire du rework, ça coûte beaucoup d'argent. Et puis, ça permet surtout de mesurer, en fait, si les fonctionnalités qui ont été soit définies dans le cahier des charges, soit définies, je vais dire, lors du pitch client, sont bien fondées. Est-ce qu'elles font du sens? Est-ce qu'on va vraiment développer quelque chose qui va être utilisé? Et donc, bien régulièrement, on se retrouve à la fin de cette approche expérience utilisateur avec 60-70% du périmètre initial qui sera développé. Donc, on parle d'MVP, hein, Minimum Viable Product, mais je pense que c'est plus que ça. En fait, ce n'est pas un MVP qui va continuer à croître sur base je vais dire, du périmètre initial. C'est un MVP qui va croître, mais sur des fonctionnalités qui font plus de sens pour l'utilisateur final.
Donc, ça diminue le coût du projet, mais surtout, ça augmente la valeur ajoutée directe. Donc, quand tu dis diminuer le coût du projet, pas à la base, mais par la suite, la résistance au changement, elle va être moins importante par Ouais, rapport ouais, à un ouais, produit. ouais. J'en ai la conviction. Alors, on travaille aussi beaucoup dans le secteur public. On en discutait juste avant cette interview. Et là, évidemment, on est contraint par des cahiers des charges. Et donc, on a une liste de fonctionnalités qui est apposée. Tu es obligé d'y répondre. On remarque bien souvent, en fait, que si on part d'un périmètre initial posé dans ce cahier des charges, qu'au final, il y a peut-être 50, 60, 70% maximum de fonctionnalités qui seront utilisées, quoi. Et donc, si on a cette opportunité de mettre en place une approche expérience utilisateur et donc de challenger, je veux dire, presque sur terrain, l'ensemble des fonctionnalités en amont au travers de prototyping, ben, on peut à la limite faire du cherry picking et dire, écoutez, on a le feeling que 70% du logiciel pourrait être utilisé. Est-ce qu'on n'utiliserait pas les 30% restants à faire des choses qui ont plus de valeur, qui font plus de sens pour l'utilisateur final? Comment est-ce que tu vois aujourd'hui le processus de transformation digitale qui se met en place? Est-ce que cette dernière année, ça a accéléré ou, enfin, en tout cas, dans votre secteur d'activité? Alors, je ne dirais pas que ça a accéléré, hein. Beaucoup disent que le Covid a accéléré la transformation digitale. Moi, j'en suis pas convaincu. Je pense que ces processus de transformation digitale, ben, ils sont déjà actés dans beaucoup de structures depuis 5, voire même 10 ans, hein. Ça dépend, je veux dire, de la maturité des structures. Donc, je suis convaincu que ça continue, ça se développe comme ça devait se développer, pardon. Par contre, il n'y a pas d'accélération. Je dirais même qu'il y a beaucoup de prudence, en fait. Il y a presque recentrage sur le core business. Et donc, on est à l'économie. On fait le strictement nécessaire. Donc, il n'y a pas vraiment d'accélération. Il y a une continuité. Il y a même presque une prudence. Je ne dirais pas qu'il y a une décélération, mais en tout cas, je ne pourrais pas dire qu'il y a une accélération de la transformation digitale liée particulièrement à la crise sanitaire, hein. Non, en tout cas, À je savoir ne le aussi constate que pas. vos clients ont une certaine taille et ce ne sont pas des clients en solopreneur ou des gens tout seuls ou des Non, petites structures. Vous avez des non, clients non, non, assez non. importants, hein. Non, tu fais bien de le dire. Donc, je, je- je crois qu'aujourd'hui, on doit avoir 60% au niveau du secteur public dans l'activité, 40% au niveau du secteur privé. Donc, bien évidemment, au niveau du secteur public, on peut parler d'endettement, hein. Tout ce qui se passe aujourd'hui avec la crise sanitaire génère un endettement. Donc, il y a vraiment un recentrage sur les éléments nécessaires. Quoiqu'au niveau de tout ce qui est mutualité, assurance et même à la limite service public de Wallonie, tu sens quand même des initiatives qui se développent et qui sont liées au contexte Covid. Donc là, c'est peut-être, on pourrait considérer ça comme étant des nouvelles opportunités. Donc, je veux dire, ce secteur-là n'est pas en crise, mais qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines années? Comment est-ce qu'on va gérer cet endettement? Est-ce que, d'une certaine manière, on va diminuer en fait les engagements budgétaires et donc diminuer, je dirais, l'impact sur la transformation digitale, ou au contraire, on va se dire que accélérer, je vais dire, ces processus de transformation digitale qui vont permettre de faire peut-être des économies d'argent ou de la réorientation en fait de services vers plus de valeur ajoutée, permettra de réduire cet endettement. Donc ça, c'est une vraie question. Moi, j'ai du mal à me positionner. Au niveau du secteur privé, par contre, moi, je constate beaucoup de prudence, dans les grands corporates en tout cas, hein, beaucoup de prudence, un recentrage sur le core business, une efficience en fait recherchée au niveau des processus, mais très peu de nouveaux business models, hein, parce qu'on parlait de transformation digitale, on peut encore se poser la question, c'est quoi la Oui, transformation oui, digitale? c'est très grand, c'est très large. Voilà, c'est très grand. On peut parler, enfin, il y en a certains qui parlent, oui, on parle du process papier au process informatisé. Bon, moi, je pense que ça fait très longtemps qu'on est passé à autre chose. Moi, la transformation digitale, je l'associe vraiment à un new business, quoi. La mise en place de nouveaux business models dans une structure. Et je constate aujourd'hui que dans les grands corporates, il y a de la frilosité. En tout cas, on attend un petit peu de voir comment on va sortir de cette crise pour probablement, à mon avis, réaccélérer. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est timoré. Mais j'imagine que tu parlais de public et puis de privé. Est-ce qu'il y a une différence entre les deux? Le public, il a encore beaucoup à faire en termes de transformation digitale, en termes justement d'expérience utilisateur. Oui, oui, ouais, tout à fait, hein. Bon, enfin, bon, attention, il faut quand même repositionner le débat. Le public, ça fait très longtemps qu'il investit dans la transformation digitale. Donc, quand on
je veux dire, on associe la transformation digitale, qui est le passage du process papier à quelque chose d'automatisé. Ça fait très longtemps qu'on est là-dedans, ça fait très longtemps qu'on fait du développement applicatif pour le public. Donc, je pense que à ce niveau-là, il y a un niveau de maturité correct. Par contre, si tu associes transformation digitale à nouvelle approche de communiquer, par exemple, avec un citoyen, nouvelle façon de produire des applicatifs pour s'assurer à un moment donné que le service rendu sera encore meilleur, là, je pense effectivement que le public est un petit peu cadenassé par ses propres procédures, notamment les procédures de marché public, qui permettent peu en fait aux acteurs du digital aujourd'hui de s'exprimer. Donc tu mentionnais ici la thématique de l'expérience utilisateur. Ben, ça, c'est une réalité. Amener en fait des composantes expérience utilisateur, des méthodologies propres à cette activité au niveau des services publics, au sens large d'ailleurs, hein, service public, parce qu'on parle toujours du service public de Wallonie, mais il y a plein de parastatos, il y a plein de secteurs, notamment au niveau de l'énergie, qui doit aussi passer par du marché public. Mais on sent en fait que tous ces acteurs sont contraints par des règles assez légiférées liées au marché public, hein, notamment à des critères d'attribution, qui font qu'à un moment donné, différencier un acteur qui arrive avec une approche plutôt basée sur l'expérience utilisateur par rapport à un autre acteur qui a une approche plutôt je réponds à ce qu'on nous a demandé stricto sensu, c'est difficile, c'est difficile. Donc c'est difficile effectivement, je pense qu'ils sont conscients de la chose, mais aujourd'hui les textes de loi les contraignent en fait à toujours fonctionner de la même façon qu'il y a 20-25 ans. Oui. Aujourd'hui, Aphelio se positionne comment sur le marché par rapport justement à tous ces changements qui ont lieu, par rapport à d'autres sociétés qui font plus ou moins la même chose? Écoute, quand on a créé la structure en 2013, on a tout de suite compris en fait que tout ce qui était lié à l'expérience utilisateur allait être un différenciateur fort pour nous. Et donc, on s'est positionné très rapidement comme un acteur capable de parler à un département marketing, par exemple, qui est, je vais dire, presque exclusivement centré sur cette expérience utilisateur, que ce soit d'ailleurs dans le public ou dans le privé, parce qu'on parle d'un client ou d'un citoyen. Donc, il y a quand même un utilisateur derrière les applicatifs qu'on va déployer et proposer. Donc, il y a cette composante marketing et puis il y a cette composante IT où on a aussi compris qu'on devait à un moment donné pouvoir comprendre les systèmes qui étaient déjà en place, interagir avec, proposer des solutions de contournement s'il y avait des points de blocage. Et donc voilà, faire dialoguer en fait ces deux mondes différents, hein, parce qu'il y a souvent un peu du conflit entre le marketing et l'IT. Et encore, je n'ai pas positionné le business, hein, normalement c'est une tripartite. Il y a souvent des conflits derrière ces départements. Ils ont le même objectif, mais ils ont des contraintes différentes. Et donc, voilà, on a la modestie de penser qu'on a trouvé aujourd'hui une approche. En tout cas, on avait la volonté, et je pense qu'on l'a trouvé aujourd'hui, de proposer une approche qui permet en fait de réconcilier, pas l'inconciliable, mais en tout cas de réconcilier des points de vue un peu différents. Voilà. Et justement, par rapport à ça, ça veut dire que chez vous, vous devez avoir une pléthore de profils différents qu'il faut pouvoir Ah oui, réconcilier aussi. ah ouais, tu fais bien d'en parler. Ça aussi, ça a été un trajet assez compliqué, je dois t'avouer, pendant les 2 premières années. Parce que c'est vraiment des façons de penser complètement différentes. Voilà, un architecte en expérience utilisateur, ça peut être un psychologue, ça peut être un expert e-business. En tout cas, c'est quelqu'un qui, à la base, est complètement agnostique aux problématiques IT. Hein. Et donc, son métier, c'est créer, c'est proposer une expérience unique, efficace, efficiente, sans tenir compte en fait des problématiques technologiques. Si tu vas à l'opposé et que tu prends un développeur, le développeur, son métier premier, c'est développer. C'est donc faire quelque chose d'assez carré, qui va être robuste sur le temps, qui va être maintenable, mais qui n'est pas forcément orienté utilisateur. Hein. Comme je l'expliquais tout à l'heure, il a conscience des problématiques techniques. Et donc, voilà, c'est surtout ces éléments-là qu'il va exposer. Donc tu as vraiment deux façons de penser différentes. Et donc, réconcilier les deux, ça a été un trajet long, très très long. Beaucoup de compromis, mais aujourd'hui, beaucoup de satisfaction parce qu'en fait, je pense que le développeur en fait, voit son travail magnifié par l'expérience utilisateur. En fait, il se rend compte qu'il a un impact direct sur, presque sur la vie des gens, puisque au final, on passe quand même 8 heures au boulot, a priori par jour, à utiliser une application. Donc, ça a un impact fort. Et puis, l'expert en expérience utilisateur, il voit surtout que les interfaces qu'il propose en amont
ne sont pas cassés derrière, ne sont pas cassés ou ne sont pas diminués en termes d'expérience. Et donc, il a fallu du temps, il a fallu à un moment donné pouvoir démontrer les choses, avoir plusieurs succès pour pouvoir s'assurer que sur toute la chaîne, ça fonctionnait, quoi. Mais tu as raison, ça a été un fameux challenge. Et ici, là, quand vous avez commencé en 2013, vous étiez quoi? 2, 3, 4, 5, Oui, 7 personnes. et là, maintenant, vous êtes presque 150. J'imagine que comment est-ce que vous faites pour concilier tous ces gens entre eux? C'est une bonne question. C'est un travail au quotidien. C'est un travail au quotidien, mais je pense que c'est surtout une appropriation de l'approche dès l'engagement. Donc, ce qui a été compliqué au début, c'est de mettre les bases, de faire cohabiter des profils qui, à la limite, nous avaient rejoints peut-être au début sans être conscients qu'on voulait aller vers là. Aujourd'hui, en fait, on est très clair. On est très clair à l'engagement. On explique aux développeurs qu'il va avoir des contraintes en termes d'interface, qu'il va avoir des contraintes en termes de design, qu'on va parler de pixel perfect, des éléments qu'il y a des développeurs, a priori, qu'on peut appeler back-end, process, métier. Ça leur parle peu. Donc, voilà, il faut les sensibiliser à ça. Donc, ça veut dire qu'on engage aussi par rapport à la sensibilité sur ces éléments-là. Et au niveau de l'engagement sur nos experts en expérience utilisateur, ben, on leur explique aussi qu'ici, c'est pas sky is the limit. C'est à un moment donné, on va faire du mieux qu'on peut pour proposer des solutions qui font du sens et qui surtout vont être utilisées. Parce que c'est bien de produire à un moment donné un super slideshow, de faire un pitch du tonnerre, mais si tu n'as pas la capacité à un moment donné d'implémenter ce que tu as présenté en amont, bah, tu perds toute crédibilité, qu'elle soit d'ailleurs sur la société ou qu'elle soit sur leur propre personne. Et donc, voilà, ils ont aussi ici la conviction et même la certitude que ce qu'ils vont proposer en amont, bah, ça va être développé correctement. Et donc voilà, c'est comme ça qu'on s'y prend, beaucoup d'explications en amont à l'engagement, et donc maintenant, ça fluidifie les choses, elles sont, voilà, c'est fluidifié de manière naturelle, quoi. Comment est-ce que toi, tu vois le futur, l'avenir, à la fois d'Aphelio, mais peut-être aussi de votre marché ou du marché global? Ben, il est évident que le marché évolue, hein. Le marché évolue. Si tu prends il y a 5 ans, l'ensemble des budgets, hein, parce qu'il faut toujours parler de ça, on parle de transformation digitale, mais pour faire de la transformation digitale, il faut du budget, il faut du manpower. En tout cas, il faut une volonté des comités de direction des entreprises ou des services publics avec lesquels on travaille, ben, de pouvoir proposer de nouvelles solutions. Et donc, il y a 5 ans, ces budgets étaient généralement alloués au département IT ou au département business. On se rend compte aujourd'hui que ces budgets, en fait, sont plutôt drivés par le marketing. Et donc, selon moi, il y a vraiment un shift. Il y a un shift important qu'on associe ou pas à la transformation digitale. Moi, je l'associe tout simplement à un moment donné à une image. À une image. Ça veut dire que les sociétés ont compris que pour générer plus de business, leur image était importante. Et donc, on en revient à l'expérience utilisateur finale des clients, des citoyens, voire des employés, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé. Mais quand tu développes une application qui est agréable en termes d'utilisation, tu recrutes peut-être même plus facilement parce Ouais. qu'en employé que tu cherches, hein, et puis on parle toujours de la guerre des talents, c'est quand même plus simple à un moment donné d'utiliser une application toute sa journée qui est conviviale et qui rend service qu'une autre application. Et donc ce shift en fait vers le marketing, qu'il soit externe ou interne, est vraiment structurant. Et donc la façon en fait dont on discute avec nos clients est complètement différente. Est complètement différente. Et donc aujourd'hui, on parle de ROI, hein, retour sur investissement très rapidement. On parle de time to market. Donc avoir cette capacité de délivrer des choses plus rapidement, même dans une approche MVP. C'est des éléments qui étaient moins sur la table il y a quelques années. Donc je pense que c'est lié aussi à une société ici de consommation. On veut toujours tout très rapidement. Ça On peut s'accélère, en toujours fait. avoir tout. Voilà, ça s'accélère, tout s'accélère. Hein, bon, voilà, j'ai un smartphone à côté de moi. Je pense que si tu as un problème ou si j'ai un problème et qu'on cherche une application, je vais dire en 10 ou 15 minutes, on en trouvera une. Donc, il y a cette instantanéité qui est présente. Le management aussi de ces sociétés évolue, hein. Donc, la génération Z, elle pointe le bout de son nez. Donc, il y a un moment donné où culturellement les choses changent. Et donc, voilà, moi, c'est vraiment ça qui, je trouve, est impactant. C'est à un moment donné, c'est cette prise en compte
Et je m'en réjouis d'ailleurs, hein, je m'en réjouis parce Mm. que j'ai toujours été un ardent défenseur de cette approche, mais je me réjouis à un moment donné que les départements marketing puissent à un moment donné sensibiliser et le business et l'IT sur des contraintes d'utilisation finale de ce qui va être proposé sur le marché. Donc le marché évolue vers ça. Le marché évolue vers ça. Et concrètement, ça va se dessiner comment pour toi? Concrètement, ça va se dessiner comment? Au niveau du privé, ça se dessine très clairement en fait, par les processus qui sont mis en place, ne serait-ce que dans les sélections des fournisseurs aujourd'hui, hein. On ne parle plus de présentation d'une application, mais on parle de pitch. Voilà. Donc, tu vois, il y a des éléments qui changent. Ça veut dire que arriver à un moment donné juste avec un devis où tu vas présenter un montant pour réaliser une application que tu as reçue au niveau du RFP, c'est plus comme ça que ça fonctionne. Donc, quand tu fais un pitch, tu présentes déjà une expérience. Tu présentes un ensemble de wireframes, des prototypes presque cliquables, où tu vas en fait démontrer en 1 heure de temps au client que tu as compris son business, alors que tu l'as vu 3 ou 4 fois en amont, que tu es certain en fait qu'avec ce que tu vas proposer là, les utilisateurs derrière seront satisfaits, et qui plus est, tu as déjà une idée du budget associé. Donc, ça veut dire que même les processus de vente sont raccourcis. Et donc, tout va plus vite. Ça, c'est au niveau du privé. Au niveau du public, par contre, tu ressens en fait un besoin de satisfaire le citoyen, hein, au travers d'ailleurs des messages politiques. Je veux dire, les politiques l'ont bien compris, hein. Ils sont tous présents sur les réseaux sociaux. Ils sont effectivement très attentifs. Enfin, ils l'ont toujours été très attentifs à leur image, mais maintenant, ils sont très, très attentifs à leur image et à la façon de communiquer au niveau du web. Et donc, au final, ils veulent proposer et ils veulent avoir un impact avec les applications ou les services qu'ils développent vers le citoyen pour pouvoir démontrer à la fin de leur mandat, écoutez, on est bien d'accord, voilà ce que j'ai proposé, voilà ce qui a été mis sur le marché, voilà comment ça a été utilisé. Et puis tu te retrouves au niveau de l'administration avec des contraintes, comme je l'exprimais tout à l'heure, de marché public qui permettent peu en fait aux prestataires de s'exprimer sur ces sujets-là. Tu n'as pas l'occasion de défendre une offre, tu n'as pas l'occasion C'est de le faire budget qui piquer, prime. hein. Voilà, je ne dirais pas qu'il n'y a que le budget parce que tu as souvent un élément qualitatif, mais l'élément qualitatif, il est plutôt lié à des procédures de développement, à des procédures qualité, à des procédures de respect de méthodologie, mais pas relatif en fait à un côté, on a challengé votre proposition, on a le feeling qu'on peut faire mieux que ce qui a été demandé et on souhaite en discuter pour pouvoir améliorer notre offre. Voilà, ça c'est des espaces de créativité qui sont difficiles, attention, hein, parce qu'ici c'est facile à dire, on en discute, mais je pense que ce n'est pas évident de légiférer sur cet aspect-là, parce que marché public, il y a quand même une extrême concurrence, quoi qu'on en dise, hein. On dit souvent, oui, le marché public, il y a peu de concurrence, c'est plus facile à un moment donné de gagner un dossier public qu'un dossier privé, c'est totalement faux. Aujourd'hui, la concurrence sur le marché public, elle est énorme. Je ne connais pas un dossier sur lequel on a répondu récemment où il n'y avait pas 10 concurrents. Ouais. Donc, je veux dire, toutes les sociétés maintenant répondent à des marchés publics. Moi, ce que je déplore, c'est qu'il n'y a pas assez de possibilités de s'exprimer sur ces dossiers, donc de montrer sa différence. Et donc, je pense qu'il y a une volonté politique forte de pouvoir le faire, de pouvoir être différenciateur, de pouvoir amener des activités que tu mènes dans le privé au niveau du public. Il y a une prise de conscience, mais il n'y a pas aujourd'hui un espace, je veux dire, légiféré qui permet d'y arriver. Voilà. Eh bien, écoute, c'était super intéressant. Là, je crois qu'on a bien compris que l'UX c'était un peu mêlé tout ce qui était créatif, technologique et business, ce Oui, qui est un sacré challenge. tout à fait. Et donc, je te remercie beaucoup de m'avoir consacré ces quelques minutes à présenter Aphelio et toute cette technologie UX, en tout cas, dont on vient de parler. Et je te laisse le mot de la fin. Écoute, merci Yohan, je te remercie. Moi, ça m'a fait plaisir d'échanger avec toi. Le mot de la fin, pas toujours évident, mais de nouveau, j'ai envie de finir sur une note positive autour de tout ça. Je pense que l'expérience utilisateur, ce n'est pas quelque chose de neuf. On en parle depuis très longtemps. Je crois que l'essayer, c'est l'adopter. J'ai la conviction qu'il y a eu bien trop de développement ces dernières années qui n'ont pas été utilisés correctement, donc de l'argent jeté par les fenêtres. Et donc, démarrer un projet sans avoir, à un moment donné, la capacité de mettre en place une démarche expérience utilisateur, je pense aujourd'hui que c'est prendre beaucoup de risques.
Voilà. Donc, si j'ai un conseil à donner, que ce soit des directeurs IT, des CIO, des CFO, qui souhaitent à un moment donné investir dans un projet de transformation digitale, que ce soit dans l'acquisition d'un package ou d'un développement spécifique, je leur conseille de passer par une dynamique d'expérience utilisateur en amont, qui certes sur papier amène un surcoût, mais qui, à mon sens, générera beaucoup d'économies sur le long terme. Voilà, Donc, peut-être plus cher avant, mais sur le long terme, ce sera moins cher. voilà, conviction. Eh bien, Ouais, on restera là-dessus. Je te remercie beaucoup. À bientôt. merci, à bientôt. Ciao, ciao.